Ma femme millionnaire, la PDG qui m'a mis à la porte à cause des mensonges de sa sœur, pensait que j'allais revenir en rampant. 3 semaines plus tard, elle voulait savoir si j'avais réfléchi à tout. Je lui ai plutôt remis les papiers du divorce et sa sœur a complètement perdu la tête. Je m'appelle Ryan Keegan, et jusqu'à il y a 3 mois, je croyais vraiment vivre le rêve américain. Imaginez un type ordinaire, avec une carrière solide dans la gestion de projets, marié à l'une des femmes les plus influentes de la ville, Samantha Gison. Oui, la Gison qui apparaît sur la couverture de Forbes de temps en temps, la directrice générale d'Edison Luxe et Real Estate, une entreprise qui domine une bonne partie du marché immobilier de luxe, de Manhattan au Hampton. Quand les gens découvraient que j'étais marié à Samantha, leur réaction était toujours un mélange de surprise et de jalousie. En théorie, nous formions le couple parfait. Elle apportait l'argent, la réputation et le carnet d'adresses. Moi, selon ses propres termes, j'apportais l'équilibre, la stabilité et cette touche d'homme vrai, qui la gardait les pieds sur terre. Traduction, j'étais le rappel qu'il existait encore un monde en dehors des bureaux aux murs de verre et des voitures à 6 chiffres. Nos photos de mariage auraient pu sortir d'un magazine de design. Son penthouse, avec ses fenêtres du sol au plafond et sa vue directe sur Central Park, donnait l'impression que nous flottions au-dessus du reste du monde. L'îlot en marbre de la cuisine coûtait plus cher qu'une voiture neuve, et la cave abritait des bouteilles de vin qui valaient plus que mes études entières. Samantha adorait plaisanter en disant que m'épouser avait été son meilleur investissement. Je riais, croyant que c'était une remarque romantique. Ce n'était pas le cas. C'est là que l'histoire a commencé à dérailler. Samantha avait une sœur cadette, Chloé Gison. Et si Samantha était la perle de la famille, Chloé en était la brebis galeuse, mais habillée en haute couture. Elle avait 28 ans, ne travaillait pas, et avait élevé le fait de vivre au crochet de sa sœur au rang d'art. Samantha payait absolument tout, l'appartement à Manhattan, les cartes de crédit, le club de gym, les thérapies, chaque détox, et probablement les manucures de luxe qui coûtaient plus que les courses mensuelles d'une famille entière. Samantha appelait cela du soutien familial. Moi, j'appelais cela par son vrai nom, une dépendance déguisée en privilège. Dès le premier jour, Chloé m'a regardé avec mépris. Cette expression arrogante qui laisse clairement entendre que vous n'appartenez pas à son monde. Chaque dîner en famille était une torture. Moi, j'essayais de maintenir une conversation normale, Samantha parlait de sa dernière transaction à plusieurs millions, et Chloé, avec son sourire venimeux, était toujours prête à lancer des remarques enveloppées dans de fausses préoccupations. Samantha, ma chérie, tu ne trouves pas que Ryan s'habitue un peu trop vite à ton style de vie, disait-elle d'une voix doucereuse. C'est adorable de le voir si à l'aise avec le luxe, presque comme s'il était né pour ça, tu ne trouves pas? Samantha, naïve comme seule elle pouvait l'être quand il s'agissait de sa sœur, acquiesçait comme si Chloé partageait une réflexion profonde, sans percevoir le poison derrière chaque mot. Peu à peu, la femme qui m'admirait s'est mise à m'observer avec méfiance. Son rire est devenu plus forcé, ses gestes plus tendus, ses questions plus acérées. Comment s'est passée ta journée, s'est transformée en « et qu'as-tu exactement accompli aujourd'hui ?» La distance a grandi de façon presque invisible. Il n'y a pas eu de dispute, de cris, ni d'adultère flagrant. Juste une accumulation lente et calculée des doutes que Chloé semait avec une précision chirurgicale. Elle ne m'a jamais accusé directement de quoi que ce soit. Elle n'en avait pas besoin. Il lui suffisait de suggérer, de glisser une phrase ambiguë au moment parfait. Le dîner du dimanche est devenu un interrogatoire déguisé en conversation. Samantha parlait d'investissement et de chiffres pendant que j'essayais de ne pas avoir l'air déplacé. Chloé, son verre de vin à la main, lançait de petites bombes enveloppées de gentillesse. Ryan, raconte-nous tes projets. Rien de trop stressant, j'espère. Ce serait terrible si tu étais submergé. Cela semblait poli, mais le message était clair, tu n'as pas ta place ici. Tu n'es pas à la hauteur. Et Samantha a commencé à y croire. Samantha n'a jamais été du genre à attaquer directement. Son style était plus subtil, presque clinique. Elle n'avait pas besoin de crier. Il lui suffisait de lâcher de petites phrases, des insinuations venimeuses qui se logeaient dans l'esprit comme des termites psychologiques. Je m'inquiète juste pour toi, Sam, disait Chloé lors de ses retrouvailles entre sœurs auxquelles, bien sûr, je n'étais pas convié. Tu es si confiante, si généreuse. Parfois, j'ai peur que quelqu'un puisse profiter de ton grand cœur. Et voilà le stratagème. Samantha,
qui pouvait détecter une mauvaise négociation rien qu'en lisant l'entête d'un contrat, ne voyait pas l'évidence, sa propre sœur la manipulait avec une précision chirurgicale. Le plus frustrant, c'est que je voyais tout venir. Jour après jour, j'assistais à l'effondrement lent de mon mariage, fait de chuchotements, de regards calculés et de silences empoisonnés. C'était comme assister à un accident au ralenti, en sachant que je ne pouvais pas atteindre le volant. J'ai essayé de parler à Samantha une seule fois. Ce fut une erreur monumentale. Elle m'a regardé comme si j'avais insinué que sa sœur avait un laboratoire de drogue caché dans son appartement de Park Avenue. Chloé même, Ryan, a-t-elle dit sur ce ton ferme qu'elle utilisait en réunion avec les investisseurs. Elle ne veut que mon bien. Peut-être devrais-tu essayer de la comprendre, au lieu d'être tout le temps sur la défensive. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cette bataille était perdue. Dans sa tête, j'étais l'intrus. L'élément qui ne s'intégrait pas dans l'équation de sa vie parfaite. Chloé avait l'avantage, 28 ans d'histoire commune, de plaisanterie privée et l'autorité d'être du même sang. Moi, en revanche, je n'avais que 3 ans de mariage et le titre non officiel de « mari parano qui ne sait pas gérer la famille ». Mais ce que ni Samantha ni sa sœur ne savaient, c'est que derrière ma façade tranquille, je n'étais pas dupe. Je n'avais pas l'intention de me laisser détruire sans me battre. Elle m'avait sous-estimé. Elle pensait que je me résignerais, que je baisserais la tête pendant qu'elle me désignait comme le problème. Elle se trompait complètement. Ce qui a suivi fut un spectacle de manipulation digne d'être étudié. Chloé maîtrisait le conflit comme une artiste. Elle pouvait créer un drame dans une pièce vide et encore s'en sortir indemne. Mentir, pour elle, n'était pas seulement facile, c'était un talent. Elle inventait des histoires, les peaufinait et les présentait avec une telle conviction qu'elle faisait douter n'importe qui de ses propres souvenirs. C'était, honnêtement, aussi impressionnant qu'effrayant. La première attaque directe est arrivée un mardi, avec une accusation si absurde que je me souviens encore de chaque détail. J'avais prévu de déjeuner avec Samantha dans son restaurant préféré, ce bistrot prétentieux du centre où une salade, artisanale, coûtait 30 $. J'étais en retard à cause d'une réunion avec des clients quand j'ai reçu un message d'elle. Je dois réfléchir à certaines choses que Chloé m'a dites. 6 mots. 6 mots qui ont déclenché le chaos. Je savais que quelque chose avait basculé. Quand je suis rentré à la maison en fin d'après-midi, l'atmosphère était glaciale. Samantha m'attendait, assise sur le canapé blanc, cette monstruosité en cuir qui coûtait plus cher que le loyer de la moitié d'un immeuble, avec une expression de pure déception. « Nous devons parler », a-t-elle dit. Et si vous avez déjà été marié, vous savez que ces 4 mots sont essentiellement une sirène d'urgence. Bien sûr, chérie. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé de rester calme, mais intérieurement, mon estomac se nouait. Elle a pris une profonde inspiration, comme quelqu'un sur le point d'avouer un terrible secret. Chloé t'a vu déjeuner avec une femme aujourd'hui. Une blonde, au café Milano. J'ai dû retenir un rire tellement c'était ridicule. Premièrement, parce que je n'étais même pas passé à proximité. J'avais passé toute la journée dans une salle de réunion à discuter de planning de construction avec 3 quinquagénaires. Deuxièmement, la seule blonde à qui j'avais parlé de la journée était la serveuse du Starbucks qui, en plus, avait mal orthographié mon nom sur le gobelet, même après que je lui ai plaît. Mais cela n'avait aucune importance. Chloé avait planté la graine et Samantha l'arrosait avec dévotion. Chérie, j'ai passé toute la journée en réunion. Je peux te montrer mon agenda, mes emails, je peux même demander les enregistrements des caméras de sécurité de l'immeuble, si tu veux. J'ai parlé en essayant de garder la voix ferme. Mais quand il s'agissait de Chloé, les preuves n'avaient jamais d'importance. Ces mensonges fonctionnaient par l'atmosphère, par le contexte. Elle construisait des récits où j'étais toujours le méchant et elle, la sœur inquiète, essayant d'épargner une souffrance à Samantha. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, Ryan, a dit Samantha, répétant presque mot pour mot ce qu'elle avait sans doute entendu de sa sœur. J'ai remarqué des choses, que tu t'habilles mieux, que tu passes plus de temps au bureau, que tu fais plus attention à ton apparence. Je l'ai regardé, incrédule. Sérieusement? Je m'habille mieux parce que c'est toi qui as acheté mes vêtements. Je reste plus au travail parce que nous avons signé 3 nouveaux contrats. Et je prends soin de mon apparence parce que je suis marié à l'une des femmes les plus brillantes de la ville, je veux être à la hauteur, ne pas te faire honte lors des événements. Mais la logique ne sert à rien quand quelqu'un a déjà décidé que vous êtes coupable. Samantha avait ce regard froid, le même qu'elle utilisait quand elle savait qu'elle allait remporter une négociation.
Elle avait déjà formé son opinion. Maintenant, elle ne cherchait que des arguments pour l'étayer. Les soupçons sur l'argent sont venus ensuite. Parce qu'apparemment, ce n'était pas assez d'être le prétendu mari infidèle, maintenant, j'étais aussi un profiteur. Selon Chloé, je détournais des fonds pour des affaires occultes et j'utilisais les contacts de Samantha à mon profit personnel. Ironique, étant donné que la seule activité rémunérée de Chloé était de dépenser l'argent de sa sœur. Ce soir-là, Samantha m'a montré quelques relevés bancaires. Regarde, Ryan. Tes virements. Il y a des mouvements vers des comptes que je ne reconnais pas, a-t-elle dit sur un ton accusateur. C'est là que j'ai failli éclater de rire. Ces virements mystérieux étaient l'argent que je mettais de côté en secret pour la surprendre avec un voyage en Italie pour notre anniversaire. Les comptes inconnus étaient marqués dans ma propre application bancaire avec des libellés comme « Fête anniversaire » et « Voyage Italie ». Sauf que Chloé avait pris des captures d'écran sous des angles si stratégiques que tout semblait incriminant, comme si elle était une enquêtrice forensique qui n'avait jamais réussi à obtenir son diplôme. Samantha, tout ça, ce sont des économies pour ton cadeau d'anniversaire, ai-je expliqué. Je peux ouvrir le compte maintenant et te montrer tout ce qu'elle a déformé. Mais je sentais la voix de Chloé chuchoter dans sa tête. Il a très bien pu préparer cette histoire comme couverture au cas où tu découvrirais quelque chose. C'est là que j'ai réalisé que j'avais affaire à un niveau de paranoïa digne d'une théorie du complot. Peu importaient les preuves, il y avait toujours une nouvelle explication qui faisait de moi le méchant. C'était comme jouer aux échecs avec quelqu'un qui change les règles à chaque fois qu'il est sur le point de perdre. Le pire, ce n'était pas les accusations. C'était de voir Samantha se transformer en quelqu'un de méconnaissable. La femme qui me faisait autrefois confiance les yeux fermés, qui me défendait contre tout le monde, analysait désormais chacune de mes phrases comme s'il lui fallait 3 sources indépendantes pour les vérifier. Mes amis ont essayé de me prévenir. Marc, du travail, m'a emmené boire un verre et m'a dit. Mon frère, ta belle-sœur est du poison pur. Samantha la laisse tout manipuler comme si elle était une marionnette. Jason, quant à lui, a été plus direct. Tu dois anticiper. Si tu n'agis pas maintenant, cela va complètement dérailler. Chloé t'a dans le collimateur et elle n'arrêtera pas avant d'avoir obtenu ce qu'elle veut. C'est ce que Jason m'avait dit. Mais j'ai été têtu. J'ai cru que l'amour surpasserait toute manipulation, que 3 ans de mariage pèseraient plus lourd qu'une vie entière de dépendance affective et de liens familiaux basés sur l'intérêt. J'ai pensé que Samantha finirait par voir le jeu de sa sœur et qu'elle ouvrirait les yeux. J'avais profondément tort. La confrontation qui a tout changé a eu lieu un jeudi soir. Je m'en souviens bien parce que nous devions regarder la fin de la saison de cette série sur les millionnaires aux problèmes ridicules, celle qui rendait les nôtres triviaux. Mais à la place, Samantha m'attendait dans le salon avec ce qui ressemblait à une présentation corporative, des emails imprimés, des relevés bancaires surlignés et même une frise chronologique de mes prétendues infidélités. Tout ce « matériel d'enquête » portait la marque indéniable de Chloé, bien que Samantha présente le tout comme si elle l'avait découvert elle-même. « Je ne peux plus continuer comme ça, Ryan » a-t-elle dit, d'un ton aussi froid qu'un hiver à Manhattan. Chloé ne me mentirait jamais sur quelque chose d'aussi grave. Elle m'aime, elle me protège, et tout ce qu'elle m'a dit est cohérent. À cet instant, j'ai su que j'avais perdu. Non à cause de quelque chose que j'avais fait, mais parce que Chloé avait joué la partie sur le long terme, avec une précision chirurgicale. Elle était parvenue à convaincre Samantha qu'aimer était synonyme de se méfier, que faire confiance était de la naïveté et que la sœur, celle qui depuis des années lui pompait son argent et son énergie, était plus digne de confiance que le mari qui construisait un futur à ses côtés. En y repensant, j'aurais dû voir les signes. Mais quand on est au milieu de l'ouragan, il est impossible de percevoir la tempête qui se forme alentour. La maison qui était autrefois notre refuge était devenue officiellement un territoire ennemi. Dans les films, quand le protagoniste voit son monde détruit, il y a de la musique dramatique, du ralenti, une mélodie de trahison. Dans la vie réelle, non. Dans la vie réelle, il n'y a que le silence insupportable de l'impact. Se faire expulser de sa propre maison n'a rien de cinématographique. C'est humiliant. C'est dévastateur. C'était un vendredi d'octobre. Je m'en souviens parce que les feuilles de Central Park commençaient à changer de couleur, et j'ai repensé à nos promenades là-bas lors de notre premier automne ensemble. Ironie pure, le cerveau s'accroche aux détails les plus inutiles juste au moment où tout s'effondre. Je suis rentré du travail en desserrant ma cravate, imaginant un week-end tranquille,
commander le plat préféré de Samantha, regarder quelque chose de léger sur Netflix, la routine d'un couple normal. Mais en entrant, j'ai découvert une scène digne d'une réunion d'urgence. Samantha se tenait au milieu du salon, son salon, comme on allait me le rappeler, vêtue de ce tailleur bleu marine qu'elle portait pour conclure des affaires importantes. Et derrière elle, telle une ombre satisfaite, se tenait Chloé, avec un sourire si cynique qu'il semblait se nourrir de mon choc. « Nous devons parler », a dit Samantha. Cette phrase était devenue son arme favorite. J'ai posé ma serviette sur le canapé, essayant de jauger l'atmosphère. L'air était lourd, comme si j'allais recevoir une sentence, et non avoir une conversation conjugale. Samantha a pris une profonde inspiration. Le genre de respiration qu'on prend avant de démolir quelque chose. Fais tes valises, Ryan. Je ne peux plus te faire confiance. Comme ça? Sans introduction, sans avertissement, sans pause. Une phrase qui m'a frappé comme un train rempli de confusion. Pardon, c'est tout ce que j'ai pu dire, espérant encore un malentendu. Mais ce n'en était pas un. Tu as bien entendu, a-t-elle répondu, avec le même ton exécutif qu'elle utilisait pour licencier des employés. Je veux que tu partes. Ce soir. Je ne peux pas vivre sous le même toit que quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Son toit, pas le nôtre. 3 ans de mariage réduits à cela. J'étais devenu un locataire qui avait dépassé la date limite. Derrière elle, Chloé parvenait à peine à contenir son excitation. Elle ne fit même pas semblant d'être inquiète. Elle savourait le moment comme un chat qui attrape enfin la souris la plus distraite du voisinage. « Samantha, s'il te plaît, parlons-en », ai-je supplié, essayant de rester calme, comme si je négociais un contrat et non comme si je me battais pour ma vie. Mais dès que j'ai tenté de m'expliquer, elle a levé la main pour me faire taire. « N'essaie pas de rejeter la faute sur ma sœur », a-t-elle coupé. Chloé ne t'a pas obligé à me mentir, ni à cacher des choses, ni à profiter de moi et de mes contacts. C'était comme entendre la liste complète de tous les poisons que Chloé avait déversés dans son esprit pendant des mois. Chaque mot de Samantha portait la marque de la manipulation. Rien de tout cela n'est vrai, Samantha. Et tu le sais. J'ai essayé de garder la voix ferme, bien que le désespoir s'échappait déjà par les fissures. Je ne t'ai jamais menti. Je ne t'ai jamais trompé. Et, de toute évidence, je ne t'ai jamais utilisé. Je t'aime. Chloé a laissé échapper un petit rire, presque un ricanement, comme si elle venait d'entendre la blague la plus ridicule du monde. S'il te plaît, Ryan. Garde ce numéro pour quelqu'un qui est prêt à acheter un billet. Je ne te parle pas, ai-je répondu fermement, pour la première fois en la regardant directement depuis le début de cet enfer. En fait, je suis sûr que cela ne te regarde pas. Cela me regarde depuis le jour où tu as commencé à faire du mal à ma sœur, a-t-elle rétorqué, avec ce ton de supériorité morale si répété qu'il en était presque théâtral. Samantha mérite quelqu'un qui ne la trompe pas tous les jours. Alors Samantha a fait un pas en avant, se plaçant légèrement devant sa sœur, comme pour la protéger de moi. Ce geste a tout rendu clair. Chloé ne me mentirait jamais sur quelque chose d'aussi grave, a-t-elle dit, la voix tremblante. Ryan, elle-même. Elle essaie seulement de me protéger. Et franchement, elle a eu raison sur ton compte depuis le début. Depuis le début. Ces mots m'ont frappé comme une révélation tardive. Chloé avait préparé ma chute depuis le premier jour et Samantha l'admettait sans hésiter, comme quelqu'un qui retire enfin un bandeau de ses yeux. 3 ans de mariage durant lesquels sa sœur avait empoisonné chaque conversation, chaque doute, chaque silence et, au lieu de défendre ce qui était nôtre, ma femme était, en réalité, en train de prendre des notes. C'est ça? C'est tout, ai-je demandé, sentant quelque chose en moi se durcir, comme si mon cœur se transformait en pierre en temps réel. 3 ans de mariage jetés à la poubelle parce que ta sœur, sans emploi et entretenue, t'a convaincu que j'étais une sorte de criminel. La remarque eut un effet immédiat. Chloé devint écarlate de rage. Pendant une seconde, j'ai vu une fissure dans son masque de supériorité. Mais Samantha s'est vite remise entre nous, adoptant ce ton autoritaire qu'elle utilisait lors des réunions de l'entreprise. Pars, Ryan, avant que j'appelle la sécurité. La sécurité. Ma femme me menaçait avec la sécurité, dans notre propre maison. L'endroit où nous avions ri, discuté, fait des projets, partagé des rêves et fêté des anniversaires. Ils allaient me sortir de là comme un intrus quelconque du foyer que nous avions bâti ensemble.
J'ai observé le salon une dernière fois, le canapé où nous regardions des films, la table où nous recevions nos amis, les immenses fenêtres devant lesquelles nous avions prévu de vieillir en regardant la ville. Tout semblait étrange, lointain, comme un musée d'une vie qui ne m'appartenait plus. D'accord, ai-je répondu, surpris par le ton vide de ma propre voix. Je vais faire mes valises. Je suis allé dans la chambre, sa chambre, j'imagine, et j'ai commencé à ranger quelques vêtements et effets personnels dans un sac. Je fonctionnais en mode automatique, tandis que mon esprit tentait de comprendre à quel moment ma vie s'était effondrée. Derrière moi, j'entendais les chuchotements de Chloé disant quelque chose à Samantha. Probablement une remarque venimeuse pour sceller sa victoire. J'ai mis des vêtements, des articles de toilette et quelques documents importants dans le sac à dos. 3 ans réduits à ce qui tenait dans un seul bagage. Chloé est restée plantée sur le pas de la porte, m'observant avec la même froideur qu'un garde surveillant un prisonnier quittant sa cellule. Quand je suis retourné dans le salon, Samantha maintenait la porte ouverte. Elle ne me regardait pas. Et Chloé sautait presque de satisfaction. « Tu commets une erreur, Samantha, ai-je dit une dernière fois. Un jour, tu le réaliseras. La seule erreur a été de te croire, a-t-elle répondu, sans même lever les yeux. Et je suis parti. J'ai quitté le Penthouse, l'immeuble et la vie que j'avais construite avec une femme qui ne m'avait même pas donné la chance de me expliquer. Le bruit de la porte qui se refermait derrière moi a résonné comme la fermeture d'un cercueil. Je suis resté là, immobile sur le trottoir, avec un simple sac sur l'épaule, tandis que la ville poursuivait son cours, complètement indifférente à ma ruine. Mais, malgré tout, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, du soulagement. Sous la colère, la tristesse et la trahison, il y avait un sentiment de repos. C'était comme si je pouvais enfin arrêter de prétendre que tout allait bien, alors que clairement, ce n'était pas le cas. Elle croyait avoir gagné. Elle pensait que je reviendrais à genoux, suppliant, demandant pardon, promettant d'être l'homme idéal que Chloé avait inventé dans sa tête. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de provoquer. Vous avez entendu parler de ces spas où on vous place dans des tanks d'isolation pour vous reconnecter avec vous-même? Eh bien, les 3 semaines que j'ai passées dans mon minuscule appartement du centre ont été exactement ça, mais sans la paix intérieure. Le mien était plutôt un laboratoire où se construisait une vengeance. Le nouvel endroit était ce que les agents immobiliers auraient appelé « douillet », mais que toute personne normale aurait appelé « boîte à chaussures avec des délires de grandeur ». 50 mètres carrés de médiocrité pure, avec un réfrigérateur qui gémissait comme une baleine mourante et des voisins qui semblaient pratiquer la danse interprétative à 2 heures du matin. Après avoir vécu 3 ans dans le palais de Samantha, c'était comme passer de la première classe directement au soute. Mais au moins, c'était à moi. Personne ne pouvait m'expulser de là. Personne ne pouvait me regarder dans les yeux et dire qu'il ne me faisait pas confiance. Et surtout, personne ne pouvait empoisonner l'air de rumeurs et de mensonges pendant que j'essayais de dîner de céréales en paix. Les premiers jours ont été difficiles, je ne vais pas mentir. J'ai passé des heures à regarder le plafond, à essayer de comprendre comment ma vie avait pris ce virage si brutal vers le désastre. Je me réveillais par instinct, cherchant Samantha à mes côtés, pour me rappeler qu'elle était probablement en train de trinquer au champagne avec Chloé, célébrant leur victoire sur le prétendu escroc émotionnel, qui avait dormi dans leur lit pendant 3 ans. Mais il y a quelque chose de curieux quand on touche le fond, le sol, au moins, est ferme. Et alors que je mangeais des plats chinois dans des boîtes en carton, entourées de silence et de cartons non déballés, j'ai commencé à percevoir autre chose. Mon téléphone ne sonnait pas. Aucun appel de Samantha. Aucun message me demandant comment j'allais. Aucune excuse. Aucune tentative de conversation. Rien. Juste le silence. Le même silence qui, à mon insu, marquerait le début de ma reconstruction et de leur chute. Silence absolu. Pas un mot de Samantha. Cela disait tout. 3 ans de mariage qui, apparemment, ne signifiaient pas grand-chose pour elle. Expulser son mari de sa propre maison semblait avoir été aussi simple que de se débarrasser d'un vieux meuble. Après mon départ, c'était comme si j'avais cessé d'exister. Mais avec Chloé, c'était différent. Elle savourait le spectacle comme s'il s'agissait de sa plus grande conquête personnelle. Les réseaux sociaux étaient devenus sa scène, et j'étais obligé d'assister au spectacle au premier rang. Elle postait des photos dans des restaurants chics avec des légendes du genre. Reconnaissante pour la famille qui te soutient toujours. Sur Facebook, elle partageait des citations sur « couper les liens avec les personnes toxiques pour pouvoir grandir ».
Sur Twitter, elle s'alignait sur des mouvements de « femmes fortes qui méritent plus ». Chaque publication était une petite gifle numérique qui m'était destinée. Et le plus ironique? Chloé faisait tout cela en utilisant les ressources de Samantha. L'argent de Samantha. Les contacts de Samantha. L'entreprise de Samantha. La sœur sans emploi, celle qui n'avait jamais travaillé un seul jour, se pavanait sur Internet comme une influenceuse du succès des autres. Et pourtant, c'était moi le méchant de l'histoire. Au lieu de m'emporter de rage, comme l'ancien Ryan l'aurait fait, j'ai commencé à être intrigué. Quelque chose clochait. Si j'étais un mari si horrible, si menteur et manipulateur, pourquoi Samantha ne disait rien? Pourquoi ne postait-elle pas ses propres célébrations de « liberté retrouvée » ? Pourquoi était-ce Chloé qui menait toute la campagne publique tandis que Samantha restait dans un silence étrange? C'est alors que j'ai commencé à observer les détails. Et croyez-moi, après 20 ans à travailler comme chef de projet, à détecter les erreurs, à gérer les désastres et à mesurer les risques, on développe un œil aguerri pour repérer ce qui ne colle pas. D'abord, j'ai remarqué que l'entreprise de Samantha, Edison Luxury et Real Estate, était étrangement silencieuse depuis des semaines. Aucun communiqué. Aucun lancement. Aucune annonce de vente record. Pour quelqu'un qui traitait le succès entrepreneurial comme un sport de haut niveau, ce silence était suspect. Ensuite, j'ai regardé Chloé de plus près. Oui, elle postait toujours, mais toujours des mêmes endroits, le Penthouse, le café chic que Samantha adorait, les 3 ou 4 mêmes restaurants. Pour une femme qui disait vivre son meilleur moment, son monde semblait étonnamment limité. Et autre chose, personne du cercle professionnel de Samantha ne m'avait contacté. Aucun associé. Aucun ami. Même pas les habituels commères. Dans un environnement où les rumeurs voyageaient plus vite que les nouvelles financières, ce silence était trop artificiel. Alors j'ai fait ce que je sais faire de mieux, enquêter. Non de manière obsessionnelle ou malsaine, mais avec une précision professionnelle. J'ai commencé par ce qui était accessible, les registres publics, les archives commerciales, les documents officiels. Et c'est là que les pièces ont commencé à bouger. J'ai découvert que Gison Luxury Real Estate traversait un trimestre difficile. Quelques grands projets s'étaient effondrés. 2 investisseurs avaient retiré leurs fonds. Et un projet de développement immobilier, le chouchou de Samantha depuis 2 ans, rencontrait des problèmes réglementaires. Ce n'était pas un désastre absolu, mais pour quelqu'un habitué à toujours gagner, c'était un coup dur. Puis je me suis souvenu du contrat de mariage. Oui, ce contrat que Samantha m'avait fait signer quand nous croyions encore que notre amour était invincible, et qui était supposé me protéger, au cas où quelque chose de mauvais arriverait à son entreprise. À cette époque, Samantha était une autre personne, aimante, empathique, protectrice. Pas une dirigeante paranoïaque à la merci d'une sœur manipulatrice. Très peu de gens le savent, mais un contrat de mariage peut se retourner contre celui qui l'a rédigé, selon les clauses et la manière dont le divorce se déroule. Et dans notre cas. Si la partie la plus riche, Samantha, initiait la séparation en utilisant de fausses accusations ou refusait de rechercher une médiation, les clauses commençaient à jouer en ma faveur. Et c'est exactement ce qu'elle avait fait. J'ai relu ce document mot par mot. Il y a 3 ans, Samantha était amoureuse. Elle était gentille. Et à cause de cela, elle avait inclus des clauses qui me protégeaient si elle devenait abusive, contrôlante ou infidèle. Elle avait également établi des compensations financières significatives si le mariage prenait fin en raison d'une inconduite ou de décisions irrationnelles de sa part. En d'autres termes, expulser son propre mari à cause des mensonges d'une sœur oisive et refuser le dialogue plaçait Samantha directement sur le terrain dangereux prévu par le contrat. Elle ne se souvenait probablement même pas avoir signé ces parties. Elle était si préoccupée de se protéger d'un éventuel mari intéressé qu'elle avait fini par me protéger d'elle-même. Pendant que je comprenais cela, j'ai commencé à rassembler des preuves. J'ai sauvegardé des captures d'écran des publications de Chloé, surtout celles qui frôlaient la diffamation. J'ai consigné toutes mes tentatives de contact avec Samantha. J'ai rassemblé les justificatifs des endroits où je me trouvais réellement les jours où j'étais supposé rencontrer des femmes ou faire des affaires obscures. Petit à petit, avec patience et précision, j'ai constitué un dossier solide. Non pour détruire qui que ce soit, mais parce que j'étais fatigué d'être le bouc émissaire des problèmes d'une famille accro au drame. 3 semaines après m'avoir expulsé de chez elle, Samantha m'a appelé. C'était un mardi matin.
J'étais dans la cuisine à boire un café tout en relisant des rapports financiers que j'avais demandés à notre comptable. J'ai vu son nom s'afficher sur l'écran. J'ai hésité. Mais la curiosité l'a emporté. Ryan, a-t-elle dit, avec une voix différente. Plus faible. Moins assurée. Nous devons parler. Tu as eu le temps de réfléchir? Réfléchir. Comme si j'étais un enfant puni qui devait réfléchir à ce qu'il avait fait. Bien sûr, Samantha, ai-je répondu avec une sérénité feinte. J'ai eu tout le temps nécessaire. Parfait. Tu peux venir à mon bureau demain? Disons, à 2 heures. Je veux parler de la manière d'avancer. Avancer. Traduit du Samantha. Elle voulait savoir si j'étais prêt à ramper, à demander pardon pour des crimes inexistants et à signer n'importe quel papier qui laverait sa conscience. Je serai là, ai-je répondu. Et je l'étais effectivement. Mais pas pour les raisons qu'elle imaginait. Parce qu'après 3 semaines de réflexion, j'étais prêt à lui montrer, ainsi qu'à sa sœur manipulatrice, ce qu'un homme peut accomplir quand il arrête de jouer le rôle du personnage faible de l'histoire. Vous connaissez cette sensation à une table de poker quand vous avez une quinte flush royale et que tous les autres pensent que vous êtes sur le point de perdre tous vos jetons? C'était exactement cette sensation. J'étais assis dans mon petit appartement d'Hécatie le lendemain matin de l'appel, en train de boire un café qui avait le goût d'avoir été filtré dans une serviette de sport, mais je le buvais quand même, essayant de me préparer pour la présentation la plus importante de ma vie. Elle avait décidé que notre conversation aurait lieu dans son bureau. Bien sûr. Pourquoi discuter de l'effondrement d'un mariage dans un endroit neutre, quand on peut le faire au cœur de son empire, entouré de ses subalternes et des symboles de son pouvoir? C'était un mouvement typiquement Samantha Gison, contrôler l'environnement, le discours et, enfin, le résultat. Elle avait probablement tout répété. Peut-être même que son assistante avait calé la conversation entre une réunion avec le comité d'urbanisme et une autre avec un client millionnaire. Tu as eu le temps de réfléchir, a-t-elle demandé de cette voix qu'elle utilisait pour faire un retour à un employé. Le plus frappant était l'absence totale de remise en question. La même femme qui m'avait expulsé de chez nous à cause des mensonges de sa sœur, une parasite professionnelle, me traitait maintenant comme un garçon puni. Oui, j'avais réfléchi. Assez réfléchi pour être devenu presque un philosophe du désastre conjugal. Ce matin-là, je me suis préparé comme on s'engage pour une guerre. J'ai pris une douche, me suis rasé et ai enfilé mon meilleur costume, le gris anthracite que Samantha m'avait offert pour le gala annuel de son entreprise, à l'époque où elle était encore fière de m'avoir à ses côtés. C'était ironique. J'allais utiliser un cadeau de sa part pour la confronter et démonter les illusions qu'elle avait elle-même nourries. Mon porte-document était mon arme secrète, noir, en cuir, élégant, de ceux qui font présumer que vous transportez des documents capables de changer le cours d'une réunion. C'était aussi un cadeau d'elle, pour notre 2e anniversaire avant qu'elle ne commence à penser qu'avoir un mari chef de projet était une honte. À l'intérieur, tout était préparé avec précision. Des copies du contrat de mariage avec les clauses pertinentes surlignées, des relevés bancaires, des justificatifs, des captures d'écran des publications de Chloé et des preuves de mes véritables emplois du temps les jours où j'étais supposé l'avoir trompée ou trahi. Mais la vraie force de ma stratégie n'était pas dans ce que j'apportais, mais dans ce que je n'apportais pas. Parfois, la meilleure tactique est de laisser ses adversaires croire qu'ils connaissent le jeu tandis que vous gardez la carte gagnante pour le moment opportun. Je suis arrivé à l'immeuble 20 minutes à l'avance. Ponctualité, une de ces habitudes de la classe moyenne que je n'avais jamais abandonnée. Le hall était une vitrine de marbre et de verre, un monument à l'argent. Le garde de sécurité m'a salué comme si rien n'avait changé. Il se souvenait probablement des fois où j'étais passé par là avec des fleurs ou son déjeuner favori, imaginant que mon soutien signifiait encore quelque chose. J'ai pris l'ascenseur pour le 15e étage en écoutant cette musique instrumentale sans âme, conçue pour distraire ceux qui sont en route vers leur propre jugement. La réceptionniste, Nathalie, si ma mémoire était bonne, a souri avec cette gentillesse corporative qui n'atteint jamais les yeux. Monsieur Kagan, cela fait un moment. Madame Edison vous attend dans la salle de conférence. La grande salle. Celle avec les immenses fenêtres qui dominent la ville. Celle qui servait aux réunions avec les investisseurs et les autorités. Autrement dit, Samantha ne voulait pas seulement parler. Elle voulait qu'il soit clair qui détenait le pouvoir. Je me suis assis dans la zone d'attente et j'ai observé les employés de Gison Développement aller et venir. Certains m'ont reconnu. Ils étaient venus à notre mariage. M'avaient félicité.
Maintenant, il commentait probablement ma disparition soudaine et répétait la version colportée par Chloé. Je doutais que quiconque connaisse la vérité. Dans cet environnement, tout semblait urgent, même s'il ne s'agissait que de drames personnels avec un vernis professionnel. Mais si Samantha voulait me traiter comme un problème corporatif, j'étais prêt à jouer selon ses règles. Mon téléphone a vibré. Un message de mon avocat. Document prêt. Allez-y à fond. Pendant qu'elle célébrait sa prétendue victoire, j'avais fait ce qu'elle n'aurait jamais imaginé. J'avais consulté un sérieux conseil juridique. À 2h pile, Nathalie est réapparue avec le même sourire poli que toujours. Madame Edison va vous recevoir maintenant. J'ai traversé le couloir décoré de photos de Samantha serrant la main d'hommes politiques et de chefs d'entreprise. Ce bureau était son royaume, un monument à l'autosuffisance et au contrôle. Dans quelques minutes, je allais lui montrer à quel point ce pouvoir n'était qu'une illusion. La porte s'est ouverte. Et elle était là, assise à la tête de la longue table en acajou, impeccable comme toujours. Mais j'ai perçu quelque chose de différent, de la fatigue, de la tension, peut-être même l'ombre d'un doute. À sa droite, bien sûr, se tenait Chloé. Installée comme si elle était la consultante personnelle de la PDG. Rien de surprenant, la femme qui avait provoqué toute la crise ne raterait pas l'occasion d'assister à mon « humiliation ». « Ryan », a dit Samantha, indiquant la chaise en face d'elle. « Assieds-toi, je te prie. » Je me suis installé lentement et ai posé le porte-document sur la table avec un calme calculé. Toutes deux l'ont regardé, imaginant peut-être que j'apportais une pathétique liste d'excuses. « Merci d'être venu », a-t-elle commencé sur son ton d'exécutive. J'espère que ces semaines t'ont permis de réfléchir à ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. C'est ainsi qu'elle nommait le désastre, comme si notre mariage avait implosé par combustion spontanée, et non à cause des mensonges de sa sœur. J'ai beaucoup réfléchi, oui, ai-je répondu, en maintenant ma voix stable. Bien plus que tu ne l'imagines. Chloé se pencha en avant, avec ce sourire narquois que j'avais détesté depuis le premier jour. Elle était prête à intervenir à la moindre occasion. Dans sa tête, c'était le moment parfait, la minute exacte où j'étais censé craquer, implorer son pardon, et où elle pourrait se poser en « sœur protectrice » ayant sauvé Samantha d'un mari destructeur. « Bien », dit Samantha, avec cette sérénité acérée qu'elle utilisait pour annoncer des coupes budgétaires, « je crois que nous devons parler de la manière dont nous allons gérer cette situation à partir de maintenant. Notre mariage. Nos vies. Notre avenir. » Ce petit silence avant qu'elle ne répète le mot avenir m'a tout dit. Elle avait déjà une image claire du type d'avenir qu'elle envisageait, un divorce, avec la culpabilité probablement rejetée entièrement sur moi, un accord financier avantageux pour elle, et, bien sûr, la narration publique parfaite. La puissante femme d'affaires trompée par un mari intéressé, tandis que la loyale sœur Chloé tentait de la mettre en garde à temps. Un plan propre, prévisible et extrêmement convenable. Sauf un détail. J'avais passé 3 semaines à préparer quelque chose de bien meilleur. Tu as raison, Samantha, dis-je en atteignant ma serviette avec calme. En fait, j'ai apporté quelques documents qui pourraient nous aider à clarifier cet avenir dont tu parles. Le clic de la fermeture de la serviette a résonné dans la salle de conférence comme une explosion silencieuse. Leurs sourires se sont figés. Les expressions confiantes ont disparu, remplacées par la surprise et la méfiance. Avant que nous commencions, poursuivis-je, en sortant une pile de papier parfaitement organisée, je veux dire que j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir ces dernières semaines, à notre mariage, à la confiance, et à ce qui arrive quand les gens prennent des décisions basées sur des positions et non sur des faits. Je posai les documents sur la table et la regardai dans les yeux pour la première fois depuis mon entrée dans la pièce. Et je suis arrivé à la conclusion que tu as raison. Il est temps de parler de la manière dont nous allons gérer tout cela. Je poussai les documents vers elle. En commençant par ces papiers de divorce que j'aimerais que tu signes. L'expression de Samantha se transforma instantanément. On aurait dit quelqu'un qui réalisait, trop tard, qu'elle jouait aux dames alors que son adversaire jouait aux échecs. Les documents heurtèrent la table en acajou avec le poids d'une bombe emballée dans du papier à en-tête. Le silence qui suivit était presque palpable, dense, étouffant, comme s'il pouvait être découpé et servi lors des dîners luxueux qu'elle organisait. Toutes deux fixaient les papiers comme si j'avais sorti un serpent vivant de ma serviette. Samantha tendit la main avec un air visible. Le masque de la PDG imperturbable commençait à se fissurer. Chloé, quant à elle, perdit toute contenance.
Sa pose altière s'évapora. Son visage devint un mélange grotesque de panique et de confusion. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Demanda Samantha d'une voix tremblante. Ce sont les papiers du divorce, répondis-je avec un calme absolu. Tu sais, ces documents qui mettent fin à un mariage quand l'un des conjoints expulse l'autre de la maison sur la base de fausses accusations. Mon ton resta serein, professionnel, presque courtois. Nous étions dans un environnement corporatif, après tout. La courtoisie vaut aussi lorsqu'on démonte, pièce par pièce, l'histoire qu'on a construite sur votre compte. Samantha commença à lire. J'observais son visage changer au fur et à mesure qu'elle parcourait les pages. Confusion. Surprise. Incrédulité. Et puis, la peur. Une vraie peur. Ryan. Dit-elle lentement, essayant de reprendre le contrôle, je suis sûr que nous pouvons parler de cela comme des adultes. Nous n'avons pas besoin d'impliquer des avocats. Nous pouvons régler cela en privé. En privé. Traduction, elle voulait contrôler la narration, étouffer l'affaire, réparer son image tout en sauvant le peu de dignité qui lui restait. Bien sûr que nous pouvons parler comme des adultes, répondis-je avec un léger sourire. Tu es un adulte. Je suis un adulte. Et voici les résultats adultes de tes décisions adultes. Curieux comme cela fonctionne, n'est-ce pas? Chloé, qui était restée silencieuse jusqu'alors, explosa. Tu ne peux pas faire cesser Dia, hurla-t-elle, frappant la table si fort que les verres d'eau tremblèrent. Tu ne peux pas entrer ici et détruire la vie de ma sœur juste parce que tu as l'accent aigu accent aigu démasqué. Et voilà. Le masque était enfin tombé. La sœur protectrice avait disparu, révélant la vraie Chloé, mue par la peur et la rage. Démasqué en train de faire quoi, exactement, demandai-je, la regardant froidement. Je t'en prie. Éclaire-moi. Tu sais parfaitement ce que tu as fait, cria-t-elle d'une voix aiguë. Les aventures. L'argent. Les mensonges. Les aventures, répétai-je calmement. Tu veux parler des fois où j'étais supposé être vu au café Milano alors que j'étais en réunion, avec des témoins? Ou de la mystérieuse blonde qui était en fait une serveuse qui ne sait même pas épeler mon nom correctement sur un gobelet? Elle devint écarlate, complètement hors d'elle. Et les comptes cachés, insista-t-elle. Je pris mon téléphone, le déverrouillai et ouvris délibérément, lentement, l'application de ma banque. Tu veux parler de ceci? Je tournai l'écran vers Samantha. Fonds anniversaire. Voyage Italie. C'était une surprise romantique. Si tu veux, je peux envoyer les justificatifs directement à ton service juridique. Le visage de Samantha blêmit. Elle était arrivée à la partie la plus savoureuse du document, les clauses du contrat de mariage. Tout y était très clair. Ce qui se passait quand le mariage prenait fin en raison d'un comportement irrationnel, de décisions impulsives, d'accusations infondées et d'une rupture de confiance causée par le conjoint le plus riche. Ryan. Murmura-t-elle d'une voix éteinte, très différente de celle de la PDG. Je ne me souviens pas avoir accepté ces conditions. Tu as insisté pour les inclure, répondis-je avec sérénité. Tu voulais que je me sente en sécurité. Tu voulais que je ne pense jamais que tu pourrais utiliser ton argent comme une arme si les choses tournaient mal. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu paver des rues avec elle. Samantha avait, sans le savoir, créé le mécanisme légal qui me protégeait désormais. Chloé se pencha par-dessus l'épaule de sa sœur et se mit à lire avec désespoir. Son visage blêmit. Puis vira au vert. Elle avait compris. Elle avait saisi l'inévitable. Sa vie de confort dépendait entièrement de Samantha. Et Samantha venait de tout ruiner en suivant ses mensonges. Samantha, tu ne peux pas signer ça, chuchota Chloé, presque suppliante. Il doit y avoir une autre solution. Lutter contre quoi? Répondit Samantha, toujours en train de lire, sans me regarder. Contre le contrat de mariage que j'ai moi-même exigé? Contre les preuves que Ryan ne m'a pas trompé? Ou contre le fait que je l'ai expulsé de chez nous sans rien vérifier? Puis elle leva les yeux vers moi. Et pendant un instant, juste un instant, je vis la femme dont je suis tombé amoureux il y a 4 ans. Intelligente, brillante, puissante, mais aussi humaine. Vulnérable d'une manière qu'elle laissait rarement transparaître derrière son armure corporative. Combien? Demanda-t-elle à voix basse. Feignant de réfléchir quelques secondes, je répondis bien que je connaisse chaque clause et chaque chiffre par cœur depuis des semaines.
Conformément au contrat de mariage que tu as toi-même rédigé, et compte tenu des circonstances de notre séparation, le montant de la pension alimentaire s'élève à 30% de tes revenus nets pour les 5 prochaines années. De plus, tu dois effectuer un paiement unique de 2,4 millions de dollars dans les 60 jours suivant le jugement de divorce. Chloé émit un son entre un rire nerveux et un étouffement, comme si elle suffoquait d'incrédulité. 2,4 millions, Samantha? C'est de la folie. Tu ne peux pas payer ça. L'entreprise, les dépenses, les dettes de jeu. Les dettes de jeu, répétait-je doucement, la coupant. Et je laissai les mots résonner, acérés, précis, délibérés. Toutes deux se figèrent. Même le silence sembla se durcir. Un instant, on aurait cru que tout l'immeuble retenait son souffle. Des dettes, de jeu, répéta Samantha, lentement. Et je sus, c'était le moment. Le moment parfait pour commencer la véritable démolition. Avez-vous déjà vu une démolition contrôlée au ralenti? D'abord, les piliers explosent. Puis tout s'effondre, étage par étage, jusqu'à n'être plus que poussière. C'est exactement ce qui arriva à la façade de Chloé Gison à cet instant. Quelques secondes plus tôt, elle jouait encore la sœur inquiète, la martyre de l'histoire. La seconde suivante, elle bondit de sa chaise comme si elle avait été électrocutée. Espèce de salaud de menteur. Manipulateur. Tu ne peux rien prouver. Ah, mais voilà son erreur monumentale. Les accros au jeu laissent toujours des traces. Et ceux qui croient être plus malins que tout le monde, laissent des chemins entiers. La trace de Chloé était aussi grande qu'un reçu de course du Black Friday. Mais quand cette trace inclut de détourner de l'argent de l'entreprise de sa propre sœur pour alimenter des paris. Ce n'est plus une erreur, c'est une route illuminée au néon menant droit en prison. Samantha la regardait comme si elle était face à une parfaite étrangère. Des dettes de jeu, Chloé, de quoi parle-t-il? De rien, hurla-t-elle d'une voix aiguë, presque inhumaine. Il invente. Il veut te distraire avec ses propres mensonges. Mes mensonges, répétai-je, en ouvrant calmement la serviette pour en sortir une épaisse enveloppe. Tu fais référence à ceci? Je posai l'enveloppe sur la table avec une délicatesse chirurgicale. Silence absolu. Seul le bourdonnement de la climatisation remplissait la pièce. Ce sont des relevés bancaires, expliquai-je du ton dégagé qu'on utilise pour commenter la météo. Ils ne sont pas à moi, bien sûr. Les miens ont déjà été plus qu'examinés. Ceux-ci, poursuivis-je en faisant glisser les pages, appartiennent à divers comptes à l'étranger ouverts avec le crédit professionnel et le numéro de sécurité sociale de Samantha Edison. Toute couleur avait déserté le visage de Samantha. Qu'est-ce que tu racontes, Ryan? Le plus intéressant, continuai-je en ouvrant les documents avec un calme presque cruel. C'est que quelqu'un a transféré de l'argent des comptes opérationnels d'Edison Luxury et Real Estate vers ses fonds à l'étranger pendant 18 mois. Cela a commencé par de petites sommes. 5 000 ici, 10 000 là. Puis les montants ont augmenté. Chloé chancela en arrière, comme si la table était faite de lave. Toi, tu n'as pas pu obtenir ça. C'est impossible. Je souris avec la tranquillité prédatrice d'un requin qui sent le sang dans l'eau. Disons qu'être marié à une directrice générale m'a donné des contacts intéressants dans le monde des enquêtes financières. Quand on paye assez, aucune trace ne reste invisible. Je pris une feuille séparée avec des surlignages colorés. Ici, par exemple, des retraits fréquents dans des casinos d'Atlantic City, Las Vegas. Et mon préféré, un site de poker en ligne appelé Lucky Ladies Last Chance. Très bon goût. Très discret. Samantha se rapprocha pour lire par-dessus mon épaule. Sa respiration s'accéléra. Chloé, dis-moi que ce n'est pas ce que je crois. Ce n'est pas ça. Il a tout inventé. Il veut me faire porter le chapeau parce qu'il s'est fait prendre. J'ouvris la galerie de mon téléphone avec une théâtralité digne de Shakespeare. Curieux, Chloé, pour quelqu'un qui prétend être victime d'un coup monté, tu prends beaucoup de selfies devant des tables de jeu. Les photos étaient nettes. Parfaites. Chloé souriant devant des machines à sous. Des tables de blackjack. De poker. Les dates et lieux correspondaient exactement au retrait bancaire. Elle avait documenté sa propre chute avec fierté. Celles-là, tu les as publiées toi-même, expliquai-je à Samantha. Il semblerait que ta sœur ait estimé que ces nuits de jeu méritaient d'être partagées avec le monde.
Elle m'a évité des mois de travail d'enquête. Samantha la fixa avec un mélange dévastateur de rage et de déception. Tu m'as volé? Volé mon entreprise, Chloé? Je n'ai rien volé. Hurla-t-elle, en sueur, son mascara coulant. J'ai juste emprunté. Je allais tout rembourser. J'étais sur une bonne série. Je laissai échapper un rire sec. Une bonne série? D'après ces registres, tu as perdu 473 000 $ en 1 an et demi. Si c'est une bonne série, je n'ose imaginer une mauvaise. Le chiffre s'abattit sur elle comme un coup de massue invisible. Samantha dut s'appuyer sur la table pour ne pas s'effondrer. 473 000. Répéta-t-elle, la voix brisée. Chloé, c'est presque la moitié de notre fonds d'urgence. Cela aurait été plus, ajoutai-je calmement. Mais les transferts ont attiré l'attention du système antifraude de la banque. Apparemment, quand quelqu'un commence à transférer de l'argent vers des comptes de paris à l'étranger, les banques deviennent un peu nerveuses. Qui l'aurait cru? C'est là que Chloé perdit complètement le contrôle. Elle se mit à hurler, pas des mots, mais un rugissement brut, sauvage, une explosion de fureur informe. Avant que quiconque puisse réagir, elle attrapa la carafe d'eau au centre de la table et la lança sur moi avec une précision terrifiante. Je me baissai à temps. Le verre heurta le mur et explosa, projetant de l'eau et des éclats dans toute la pièce. En quelques secondes, l'endroit ressemblait au théâtre d'un ouragan. Tu as tout détruit, hurla Chloé, se ruant vers moi, les mains transformées en griffes. Tout ce que j'ai bâti, tout ce que j'ai construit. Que as-tu construit? Répéta Samantha avec un calme tranchant. Tu n'as rien construit, Chloé. Tu n'as jamais travaillé un seul jour de ta vie. Tu as vécu de mon argent, tu as volé mon entreprise et tu m'as menti pendant des années. Les deux sœurs se firent face, séparées seulement par les débris de cristal sur le sol. Et à cet instant, leur ressemblance était frappante. Même visage, même posture, mais des destins complètement opposés. Samantha irradiait d'autorité et de force. Chloé n'en était que l'ombre déformée, consumée par la culpabilité et le désespoir. Je te protégeais de lui, cria Chloé, me pointant du doigt comme si j'étais la racine de tous ses problèmes. Il te utilisait. Il allait te prendre tout ce que tu avais conquis. La seule personne qui m'a pris tout ce que j'avais conquis, c'est toi, répondit Samantha, de cette voix froide qu'elle utilisait pour déstabiliser ses concurrents en négociation. Tu m'as volé pendant que tu prétendais que mon mari était le criminel. J'ai décidé d'intervenir avant que quelqu'un ne soit vraiment blessé. Samantha, je pense que nous devrions appeler la sécurité, et peut-être aussi la police. Détourner des fonds d'entreprise est un crime grave, et lancer des objets constitue une agression. Le mot agression sembla ramener Chloé à la réalité. Elle s'arrêta. Regarda autour d'elle, comme si elle ne comprenait que maintenant l'ampleur du désastre. Sam, s'il te plaît. Balbutia-t-elle, la voix étranglée. Je suis ta sœur. Nous pouvons régler ça. Je vais chercher de l'aide, une thérapie, les joueurs anonymes, tout ce que tu voudras. Mais ne me fais pas ça. Ne pas te faire quoi? Interrompit Samantha avec dureté. Ne pas te tenir responsable de m'avoir volé? Ne pas attendre que tu expliques pourquoi tu as détruit mon mariage? Ne pas exiger que tu affrontes les conséquences de tes mensonges? Chloé s'effondra sur sa chaise. Et se mit à pleurer. Ce n'étaient pas des pleurs dramatiques, ni manipulateurs, c'étaient des pleurs crus, dévastateurs. Les pleurs de quelqu'un qui voit son propre monde s'effondrer. Samantha l'observa quelques secondes, puis reporta son regard sur moi. Ryan, je te dois des excuses. De grandes excuses. Mais je n'avais pas encore terminé. Loin de là. En réalité, Samantha, répondis-je, en rangeant calmement les documents. Ce que tu me dois, c'est ta signature sur les papiers du divorce. Parce que ce qui allait suivre, n'était que le début du véritable règlement de compte. On dit que la réalité dépasse la fiction, et croyez-moi, ce n'est pas faux. Après 3 semaines à enquêter sur les activités financières de Chloé Gison, j'étais arrivé à la conclusion que celui qui a créé cette phrase n'avait jamais rencontré une personne capable de construire sa vie entière sur une montagne de mensonges, de vols et de manipulations déguisées en innocence. Le plus curieux avec les gens comme Chloé, c'est qu'ils ne commettent jamais un seul crime. Ils accumulent. Ils accumulent les fraudes. Ils accumulent les tromperies. Ils accumulent les dettes.
Et ils ne peuvent tout simplement pas s'arrêter. Alors que Chloé pleurait et que Samantha la regardait comme si elle voyait un fantôme, j'ouvris à nouveau ma serviette. En réalité, dis-je en sortant un autre dossier encore plus épais. L'histoire des paris n'est que la partie émergée de l'iceberg. Samantha me regarda avec un mélange d'incrédulité et d'épuisement. Il y a plus, demanda-t-elle. Oh, il y a bien plus. J'ouvris le dossier avec le même soin que l'on met à manipuler des matières radioactives. Quand on engage un véritable enquêteur financier, de ceux qui facturent en un jour ce que beaucoup gagnent en un mois, il ne se contente pas de l'évidence. Il traque tout. Il suit chaque piste. Il reconstruit des chemins que personne d'autre n'est capable de voir. Chloé cessa de pleurer. Et me fixa avec la terreur pure de quelqu'un qui réalise enfin qu'il n'y a pas d'issue possible. Ce que nous avons découvert, poursuivis-je, en étalant les documents sur la table comme des cartes gagnantes lors d'une partie de poker. C'est que notre chère Chloé gère un véritable réseau de fraude. Le premier document était un rapport de crédit si détruit qu'il semblait avoir passé par une déchiqueteuse. 17 cartes de crédit ouvertes au nom de Samantha Gison. Avec un plafond total dépassant les 600 000 $. Samantha resta immobile. Un portrait vivant de quelqu'un traversant toutes les étapes du deuil en quelques secondes. Surprise. Colère. Tristesse. Et, enfin, l'acceptation glacée d'une vérité impossible à nier. Les cartes étaient toutes à leur limite, continuai-je. Comme si quelqu'un avait décidé de les pousser vers l'effondrement absolu. Et bien sûr, les mensualités se payaient toutes seules. Je marquai une pause significative. Durant les 2 dernières années, les paiements automatiques ont été débités directement des comptes d'Edison Luxury et Real Estate. J'imagine que votre service financier a cru qu'il s'agissait de dépenses légitimes de l'entreprise. Samantha dégringola. Littéralement. Le silence qui suivit était assez lourd pour fissurer du béton. Je le brisai en posant une autre feuille sur la table, un document couvert de surlignages colorés, comme si un arc-en-ciel y avait été pulvérisé. Voici la liste complète, ajoutai-je, croisant les bras. Prêt personnel, crédit professionnel, et quelque chose que, honnêtement, je ne savais même pas exister. Un stimulus de style de vie de luxe. Si vous voulez mon avis, cela ressemble à une invention de 3 types dans un sous-sol facturant des intérêts qui feraient rougir un usurier. Chloé commença à émettre de petits sanglots étouffés, comme quelqu'un qui réalise enfin qu'il n'y a plus de retour possible. Samantha, quant à elle, avait cette expression que je connaissais bien. Le regard froid, les lèvres tendues, le front buté exactement ce qui apparaissait quelques secondes avant qu'elle ne détruise quelqu'un en réunion d'affaires. De quel montant exact parlons-nous, demanda-t-elle, d'un ton si plat et distant qu'il me donna des frissons. Quiconque connaissait Samantha aurait su, c'était le prélude à la tempête. Je marquai une pause théâtrale, relisant mes notes comme si je ne connaissais pas chaque chiffre par cœur. En additionnant les pertes liées au jeu, les dettes de cartes, les prêts et les intérêts accumulés, nous parlons d'environ 1,2 million de $. Le tout méticuleusement transféré sur votre crédit personnel et celui de votre entreprise. L'air devint dense. Immobile. Le seul bruit était le ding lointain de l'ascenseur. Samantha fixait les documents comme si elle voyait quelque chose d'incroyable. Chloé semblait partager entre pleurer, s'évanouir ou sauter par la fenêtre du 15e étage. Mais ne vous inquiétez pas, il y a plus, annonçai-je avec calme, comme qui introduit le second acte d'une pièce. Parce qu'avec quelqu'un qui a transformé le parasitisme financier en art, un simple crime ne suffit jamais. Il y a toujours une seconde couche. Une touche de créativité dans l'arnaque. De ma serviette, je sortis une autre pile de papier, des titres de propriété, des hypothèques, des contrats de prêt. Apparemment, votre sœur est devenue une grande investisseuse immobilière, commentai-je, savourant le choc qui se dessinait sur le visage de Samantha. Quelle propriété, demanda-t-elle, redoutant déjà la réponse. 3 copropriétés à Miami. Une maison de plage au Hampton. Et ma préférée, une part dans un club de vacances à Aspen, avec instructeur de ski privé inclus. J'étalai les documents avec la précision d'un expert organisant des preuves sur une scène de crime. Toutes acquises avec des prêts garantis par les actifs d'Edison Luxury et Real Estate, conclus-je, en regardant directement Samantha. Elle secoua la tête, presque dans un déni automatique. C'est impossible. Tout prêt utilisant mes actifs nécessite ma signature. Exactement,
répondis-je, en sortant une petite loupe de la serviette. Parfois, le théâtre est nécessaire. Je plaçai la loupe et le contrat devant elle. Observez la ligne de la signature. Samantha y jeta un regard perçant, examinant chaque détail. Je vis son expression passer du choc à la reconnaissance. Puis à une fureur si concentrée qu'elle semblait condenser toutes les années où elle avait bâti son empire. « C'est ma signature », murmura-t-elle finalement. « Techniquement et visuellement, oui, expliquai-je. Mais à moins que vous soyez devenu fan de clubs de vacances et d'instructeurs de ski sur votre temps libre, je doute que ce soit vous qui l'ayez signé. » Le mot resta suspendu dans l'air comme une sentence. Falsification. Nous ne parlions plus de petite fraude. Nous parlions d'un crime fédéral. Et le visage de Chloé disait tout. Elle savait avoir franchi une ligne sans retour. « Tu as falsifié ma signature ?» demanda Samantha avec une froideur qui coupait presque l'air. Chloé s'effondra un peu plus. « Je peux expliquer » balbutia-t-elle. Ce n'était pas définitif. Tout allait se résoudre. Les copropriétés allaient prendre de la valeur. La maison de plage était un investissement. Je te jure. Samantha inspira profondément, ce genre de respiration qui précède les décisions irréversibles. Tu as falsifié ma signature pour voler plus d'1 million de dollars. Tu as détruit mon mariage avec tes mensonges. Tu as vécu à mes crochets et tu as détruit tout ce que j'ai bâti. C'était presque hypnotique. Voir une relation sœurale s'effondrer là, devant moi, avait une beauté tragique, crue, presque poétique. Des années de confiance réduites à des papiers tachés de fraude. Je suis ta sœur, hurla Chloé, désespérée. La famille doit bien compter pour quelque chose. Samantha se leva lentement, chaque mouvement débordant d'une autorité glaciale. Oui, dit-elle enfin. Elle doit compter pour quelque chose. Et c'est précisément pour cela que ce que tu as fait est impardonnable. Elle prit son téléphone avec un calme qui en était presque effrayant. À qui tu téléphones ? Demanda Chloé, bien que nous le sachions tous. À la police, répondit Samantha sans élever la voix. Ensuite, à mon avocate. Et à ma comptable. Probablement au FBI. Cela implique des frontières étatiques. Ce n'est plus seulement du vol. C'est un crime fédéral. Chloé s'effondra en larmes, des pleurs secs, sans espoir, de quelqu'un qui réalise que sa vie est finie. Puis Samantha leva les yeux vers moi. Au milieu de la tension, des documents et du naufrage émotionnel dans cette pièce, pour la première fois depuis longtemps. Je vis quelque chose qui ressemblait à du respect dans son regard. « Ryan, je dois te demander une chose, » murmura-t-elle. « Existe-t-il une chance que nous arrangions cela? Que nous réparions les choses ?» Je restai silencieux quelques secondes. Cet instant ressemblait à une scène de film. Le moment où le protagoniste décide de faire preuve de clémence, ou d'en finir. Mais la vie réelle n'est pas le cinéma. Parfois, le coup le plus dévastateur n'est pas de détruire quelqu'un. C'est de le laisser vivre avec les conséquences. Elle me regardait avec ces mêmes yeux qui m'avaient conquis autrefois. Mais en moi, il n'y avait plus rien. L'empathie avait disparu, remplacée par une sérénité glacée. Je me levai, rangeai les documents avec calme et lui adressai mon dernier regard. Il n'y a rien à réparer, Samantha, dis-je lentement. Il ne reste qu'à ce que chacun affronte ce qu'il a causé. Je quittai la pièce, laissant derrière moi l'écho de sa respiration tremblante, les sanglots étouffés de sa sœur et le bruit lointain de mes propres pas s'éloignant de plus en plus. Il n'y eut pas de cri. Ni de demande de pardon. Ni de réconciliation. Seulement le silence qui reste lorsque la vérité abat enfin tout ce qui semblait solide. Et, même si j'aurais pu dire que cela a fait mal. La vérité est que j'ai ressenti quelque chose de bien plus puissant. La liberté. Les mêmes yeux qui un jour m'avaient convaincu de demander Samantha en mariage. Les mêmes yeux qui m'avaient fait croire que j'étais l'homme le plus chanceux du monde quand elle avait dit oui. Les mêmes yeux qui, le jour de notre mariage, m'avaient regardé avec tant d'amour et de confiance que j'avais pleuré devant plus de 300 des personnes les plus influentes de Manhattan. Maintenant, c'étaient ces mêmes yeux qui suppliaient que je la sauve du désastre qu'elle avait elle-même provoqué. Existe-t-il une chance que nous arrangions cela ? Demanda-t-elle d'une voix si fragile que, brièvement, cela faillit me faire mal de l'entendre. Arranger cela, répétai-je lentement, me levant et rangeant les documents avec le même calme méticuleux qui avait caractérisé toute cette présentation.
Chaque papier retournait dans la serviette, comme si je clôturais une réunion impeccable. Arrangez cela, répétais-je. Goûtant les mots. Essayant de comprendre dans quelle langue elle parlait. Samantha, ma chère, je crois que tu ne comprends plus ce que cela signifie vraiment. Derrière elle, Chloé avait cessé de pleurer assez longtemps pour nous observer. Son désespoir s'était transformé en calcul, comme si elle essayait de déterminer si, en cas de réconciliation entre Samantha et moi, elle pourrait échapper à l'enfer juridique qu'elle avait créé. Peut-être espérait-elle que sa sœur la protégerait à nouveau, couvrirait ses crimes, pardonnerait ses mensonges. Comme toujours. Mais cette époque était révolue. Je sais que j'ai commis des erreurs, dit Samantha, essayant de préserver une once de dignité tandis que son monde s'écroulait. J'ai fait confiance à la mauvaise personne. J'aurais dû te croire. Elle fit un geste vague en direction de sa sœur, toujours affaissée sur sa chaise comme une statue coûteuse sur le point de se briser. Au lieu d'elle. Au lieu de ton mari. Au lieu de l'homme à qui j'ai promis amour, respect et confiance jusqu'à la fin. Au lieu de l'homme qui a consacré 3 ans de sa vie à construire quelque chose avec moi pendant que ma sœur me volait dans le dos et m'empoisonnait contre toi. Chaque mot frappait Samantha comme un coup invisible. Je voyais son corps se ratatiner un peu plus à chaque phrase. Mais la vérité, c'est que les conséquences ne comprennent pas les sentiments. Peu importait le nombre d'excuses qu'elle présentait ou ses regrets. Les conséquences étaient simplement là, lourdes, définitives, implacables. Ryan, s'il te plaît. Dit-elle finalement, avec une douleur réelle dans la voix. J'ai tout gâché, mais nous pouvons recommencer. Reconstruire. Faire les choses bien cette fois. Recommencer. Comme si les 3 derniers mois n'avaient été qu'une simple dispute conjugale. Comme si je pouvais effacer de ma mémoire le moment où elle m'avait expulsé de chez nous sans écouter un seul mot. Comme si je pouvais oublier le ton absolu de conviction quand Samantha avait déclaré que Chloé ne me mentirait jamais sur quelque chose d'aussi grave. Et comment comptes-tu exactement faire bien, Samantha, demandai-je, refermant la serviette d'un clic qui résonna dans la pièce comme un point final. Vas-tu me rendre les 3 années que j'ai investies dans ce mariage? Vas-tu effacer l'humiliation d'avoir été expulsé de ma propre maison? Vas-tu supprimer le fait que, quand tu as dû choisir, tu as cru ta sœur menteuse, voleuse avant de croire ton mari, qui ne t'a jamais donné de raison de douter de lui? Le silence qui suivit était écrasant. Je la vis chercher des réponses qui n'existaient tout simplement pas. Tenter de construire des justifications dans un château de cartes déjà détruit. C'est le problème avec la confiance. Quand elle se brise vraiment, aucune excuse ne peut la reconstruire. Tu peux demander pardon 100 fois, promettre de changer, y croire. Mais tu ne peux pas désapprendre une fois que la vie t'a montré qui la personne est vraiment quand tout s'effondre. Et Samantha m'a montré exactement qui elle était. Une femme prête à détruire 3 ans de mariage sur la parole de quelqu'un qui l'a trompée en absolument tout. Ce n'était pas avec ce genre de personne que je voulais passer le reste de ma vie. Je t'aime, dit-elle, désespérée, jouant sa dernière carte, la carte de celle qui sait déjà avoir perdu. Je sais que j'ai tout ruiné, mais je t'aime, Ryan. Cela doit bien valoir quelque chose. Je la regardai en silence pendant plusieurs secondes. Oui, elle avait été le centre de ma vie pendant 3 ans. Brillante, puissante, la dirigeante infaillible. Mais aussi aveugle aux mensonges les plus évidents de sa propre sœur. Et à cet instant, je ne ressentais plus rien. Ni colère, ni tristesse, ni amour. Seulement un immense sentiment de clôture. Tu sais, Samantha, dis-je finalement. Je crois que tu penses vraiment m'aimer. Mais j'ai appris quelque chose sur ton genre d'amour. Il est conditionnel. Il dépend de ce que les autres disent. Il disparaît quand on te chuchote quelque chose de laid à l'oreille. Ce n'est pas de l'amour, ma chère. C'est de la convenance déguisée en affection. Chloé tenta de parler, mais je levai la main. Pas un mot, l'avertis-je, la regardant droit dans les yeux. Tu en as déjà dit assez pour une vie entière. Dans quelques minutes, la sécurité viendra te chercher. Et ensuite, tu expliqueras aux autorités comment tu as imaginé que voler plus d'1 million de dollars à ta propre sœur était une bonne idée. Je saisis ma serviette et me dirigeai vers la porte, laissant derrière moi les 2 femmes qui avaient détruit leur relation et une partie de l'empire de Samantha. Mais avant que je ne touche la poignée, j'entendis sa voix une dernière fois. Ryan. S'il te plaît. Ne t'en vas pas comme ça. Je sais que j'ai eu tort,
mais nous pouvons régler cela. Je vais suivre une thérapie. Je ferai tout ce qu'il faudra. Nous pouvons sauver notre couple. Je m'arrêtai. Je la regardai une dernière fois. Et je sus que rien de ce que je pourrais dire ne changerait ce qui devait être dit. Il n'y avait plus rien à sauver. Les larmes commencèrent à couler le long de ses joues, silencieuses, délicates, aussi coûteuses que le maquillage qui se dissolvait à cet instant. Pendant un moment, je ressentis une pointe de compassion. « Tu veux savoir quelle est la partie la plus triste dans tout cela, Samantha ?» demandai-je à voix basse. « C'est que si tu m'avais simplement interrogé sur ces accusations. Si tu m'avais donné une seule chance de me défendre avant de décider que j'étais coupable, en te fiant exclusivement aux paroles de ta sœur. Rien de tout cela ne serait arrivé. Notre mariage serait intact. Ton entreprise serait stable. Et Chloé resterait ton problème. Pas celui du FBI. » J'ouvris la porte, laissant les bruits du couloir rompre l'atmosphère étouffante de la salle de conférence. Des téléphones qui sonnaient, des conversations normales, le simple vacarme d'un monde où les gens ne détruisent pas des vies sur la base de trahisons inventées. « Mais tu as choisi de la croire, Samantha, » poursuivis-je. « Tu as choisi de faire confiance à la pire version possible de moi, l'homme qui ne t'a jamais donné de raison de douter, et maintenant, tu devras vivre avec les conséquences de ce choix. » Je quittai cette pièce. Je quittai cet immeuble. Et finalement, je quittai la vie que j'avais construite aux côtés d'une femme qui, en fin de compte, m'était devenue une parfaite inconnue. Derrière moi, j'entendis Chloé s'effondrer en sanglots tandis que Samantha tentait de la calmer, mais leurs voix s'évanouirent lorsque les portes de l'ascenseur se refermèrent avec un digne feutré. Alors que les chiffres descendaient jusqu'au rez-de-chaussée, je réalisai quelque chose d'inattendu. J'étais léger. Plus léger que depuis des mois. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar. J'étais libre. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Et c'est vrai. Mais ce qu'on ne vous dit jamais, c'est que la meilleure vengeance, c'est de n'avoir besoin d'aucune vengeance. Parfois, ce qu'il y a de plus satisfaisant, c'est simplement de laisser l'univers ajuster les comptes pendant que vous construisez une vie meilleure, loin du chaos. 6 mois se sont écoulés depuis le jour où j'ai fermé cette porte au nez de Samantha Gison. Et je dois l'admettre, la vue depuis ma nouvelle réalité est spectaculaire. Je suis dans mon bureau. Pas dans ce minuscule box sans fenêtre où j'ai passé les mois du divorce, mais dans un véritable bureau, avec d'immenses fenêtres et une machine à café qui ne ressemble pas à une victime de guerre chaque fois qu'on l'allume. Sur la porte, une simple plaque. Kagan Project Solutions. Les affaires vont mieux que je ne l'aurais jamais imaginé. Il se trouve que passer 3 ans marié à l'une des femmes les plus influentes du monde des affaires laisse des contacts utiles. Et quand ces mêmes contacts ont découvert que j'étais célibataire, disponible en freelance pour la gestion de projets, et que, selon eux, j'avais toujours été le vrai cerveau derrière plusieurs des grands succès de Samantha. Les téléphones n'ont plus arrêté de sonner. L'ironie ? Délicieuse. Samantha plaisantait en disant que j'étais son arme secrète dans les négociations. Elle croyait me faire un compliment. Mais, en pratique, elle annonçait ma compétence à toute l'élite d'affaires de Manhattan. Aujourd'hui, ces mêmes dirigeants sont mes clients. Et je gagne en 6 mois ce qu'il me fallait auparavant 2 ans pour amasser. Mais ce n'est pas l'argent qui me satisfait. Ni la reconnaissance. Ce qui me donne véritablement la paix, c'est de voir l'empire de Samantha s'effondrer tandis que je construis le mien, solide, propre, mien. 7 mois après mon départ, les nouvelles ont commencé à circuler. Marc, un ancien collègue, m'a appelé, tout excité. « Tu ne vas pas le croire, Ryan. L'affaire de Samantha coule. Enquête, argent disparu, investisseur qui fuit. C'est un désastre total. » Et ça l'était. Tout a commencé avec les banques. Quand elles ont découvert l'ampleur des crimes financiers commis par Chloé, elles ont commencé à geler les comptes et à exiger des remboursements immédiats. Samantha, qui vivait au sommet de la pyramide, s'est soudain retrouvée à faire face à des problèmes de liquidité dignes d'un petit commerçant en faillite mais avec des millions en jeu. Puis vinrent les clients. Les gens riches détestent l'incertitude. Et ils détestent encore plus les scandales. Dès que la presse a annoncé que l'empire Gison Luxury et Real Estate avait été fraudé par la propre sœur de la PDG, la confiance s'est évaporée. Les investisseurs voulaient des explications que Samantha ne pouvait pas donner. Comment admettre qu'elle était si occupée à croire des mensonges sur son mari qu'elle n'avait pas remarqué que sa sœur la volait sous son nez?
Le coup final est venu des autorités de régulation. Les agences fédérales ont commencé à examiner les pratiques de l'entreprise et, à ce stade, la culpabilité réelle importait peu. Le simple fait d'être sous investigation suffisait à détruire sa réputation. En 4 mois, Samantha est passée de royauté immobilière à une femme désespérée tentant de vendre son entreprise pour une bouchée de pain. L'impact personnel fut encore plus cruel. Elle a dû vendre le Penthouse même d'où elle m'avait expulsé avec tant d'autorité. Elle a fini dans un petit appartement à Queens, l'exil définitif pour quelqu'un habitué au luxe absolu. Ses amitiés se sont évaporées en quelques jours. Sans cocktail ni dîner coûteux, elles ont disparu comme fumée. Et la touche finale de justice est arrivée sous la forme de Chloé. Mon avocat me tenait au courant avec un enthousiasme presque poétique. Accusation fédérale pour fraude électronique. Vol d'identité. Détournement de fonds. 8 ans de prison. Chloé a tenté de négocier, affirmant que Samantha était complice. Mais quand vous avez menti toute votre vie, arrive un moment où personne ne vous croit. Même sa propre avocate ne lui faisait pas confiance. Samantha, même après tout, a refusé d'incriminer sa sœur. Et cela lui a coûté cher. Sans accord, Chloé a fini dans une cellule apprenant la signification de vivre sans carte de crédit illimitée et sans assistant personnel. Pendant ces mois chaotiques, Samantha a tenté de me contacter à plusieurs reprises. Les messages ont commencé par des excuses, pour finir en suppliques. S'il te plaît, j'ai besoin de parler à quelqu'un qui comprend ce qui s'est passé. Je n'ai répondu à aucun. Non pas rancune, bien que la rancune ait, certes, eu sa petite place, mais simplement parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Que aurais-je pu offrir? Du réconfort? Des conseils en affaires? Faire semblant que 3 ans de manipulation n'avaient pas existé? Le jour de la signature finale du divorce est arrivé exactement 1 an après qu'elle m'ait expulsé du Penthouse. Nous nous sommes retrouvés au tribunal, en territoire neutre, avec nos avocats et une atmosphère si impersonnelle que cela en était presque approprié. Elle semblait, plus petite. Fatiguée. Vieillie par le stress et l'humiliation publique. Ryan, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Maintenant, je comprends tout. Ce que Chloé a fait, et ce que j'ai fait. J'ai détruit ce que j'avais de meilleur par orgueil et par ignorance. Je l'ai regardé attentivement. Je n'ai ressenti ni colère, ni tristesse. Seulement un vide paisible. Je sais, ai-je répondu. Mais comprendre tes erreurs ne les efface pas. Cela ne rend pas les années perdues. Cela ne change pas le fait que, quand j'avais le plus besoin de ta confiance, tu as choisi de croire ta sœur. Elle a tenté de répondre, mais je l'ai interrompue calmement. Certaines décisions n'ont pas de seconde chance, Samantha. Certaines erreurs détruisent des choses qui ne peuvent pas être reconstruites. La juge Mélissa nous a appelés. Nous avons signé les papiers. Ainsi, froidement, objectivement et définitivement, nous avons mis fin à ce qui, un jour, avait été le plus important dans nos vies. En sortant du tribunal, l'air semblait différent. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas de la tristesse. Ni du soulagement. C'était, du silence. De la clarté. Comme si un bruit de fond continu dans ma tête s'était enfin éteint. J'ai marché sans but pendant plusieurs rues, jusqu'à m'arrêter devant un petit café. J'ai commandé un café noir et me suis assis près de la fenêtre, observant les gens passer comme si le monde fonctionnait parfaitement sans avoir besoin de moi. Et là, dans cet instant simple, j'ai compris quelque chose que j'avais ignoré pendant des années. Je n'avais besoin de rien prouver. Je n'avais besoin de gagner. Je n'avais besoin de me venger. Je voulais simplement la paix. Et, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti la paix. Les mois qui ont suivi n'ont pas été faciles. Mais ils étaient miens. J'ai appris à apprécier le silence. À cuisiner sans penser à qui m'attendait. À remplir les espaces vides avec des projets qui me motivaient vraiment. L'entreprise a grandi plus vite que je ne l'imaginais, mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est de réaliser que le succès n'avait plus le goût de la revanche, mais celui d'une seconde chance. Samantha et Chloé ont disparu de ma vie comme des cicatrices qui ne font plus mal, mais qui rappellent qui tu as été. Et, chaque fois que quelqu'un me demande si je changerais quelque chose à ce qui s'est passé, je réponds non. Parce que sans cette chute, je n'aurais jamais découvert de quoi j'étais capable. Je ne sais pas si le destin existe ou si tout est la conséquence des choix que nous faisons. Mais j'ai appris que, parfois,
tout perdre est la seule façon de commencer à vivre. Aujourd'hui, chaque fois que j'allume les lumières de mon bureau et que je vois mon nom sur la porte, Ryan Kagan, je ne pense pas à ce que j'ai perdu. Je pense à ce que j'ai reconstruit. Et j'ai enfin compris qu'il ne s'agit pas d'oublier le passé, mais d'arrêter de le porter. Et cela, plus que toute victoire, est la véritable liberté. Commentaire Monsieur Reddit. Alors, chers amis, la prochaine fois que votre belle-sœur adorée vous accusera d'adultère avec la barista du Starbucks, n'oubliez pas, un bon contrat de mariage et un détective privé valent mieux qu'un psy. À votre santé.